Chers invités, chers participants, messieurs, dames, bienvenue à la deuxième journée du congrès annuel technique de la TAIC. On va commencer la séance numéro 15 avec la séance numéro 5 avec le titre « Discussion du panel sur une approche holistique de la réforme des impôts ». Je suis l'honneur d'inviter le modérateur Sabine Samita, les interlocuteurs M. Von Kammer et M. Segran de prendre place sur scène. Merci. Can we have a representative from Brunei Darussalam and Ms. Sharida Shamsuddin to take your places at the spot designated for the rapporteurs? Thank you. In the interest of time and to ensure... Dans les intérêts de suite de l'horaire, on vous rappelle que le temps qui va être alloué, c'est 1 heure et 30 minutes. Le temps qui sera alloué pour cette séance, c'est 1 heure 30 minutes. Or, la première cloche sonnera une fois 3 minutes avant la fin de ce temps et ça sonnera 2 fois à la fin du temps. Merci, messieurs, dames. On passe maintenant la parole au modérateur. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Le deuxième thème à être discuté lors de ce congrès, c'est les stratégies de communication dans la réforme fiscale. Ce panel discutera l'approche holistique de la réforme fiscale et nous sommes très heureux d'avoir avec nous Dr Van Kammer du Bureau international de communication ou bref l'IPFD qui sera l'intervenant sur ce thème aujourd'hui. Dr Victor a écrit plusieurs livres sur l'administration fiscale et sur la politique fiscale. Sans autre retard, on invite Dr Victor de faire sa présentation. À vous la parole, Dr Victor. Bonjour à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que oui. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier l'invitation pour être un de vos conférenciers lors de ce congrès. Et en particulier, je voudrais remercier le fisc de la Malaisie et mon cher ami Tan Sri Dr Shukur, qui hier on a vu en tant que comme chef des amusements hier soir. C'était très amusant. Donc je viens maintenant à mon discours, à ma conférence pour aujourd'hui. Et bien entendu, je viens d'une certaine distance vers vous, mais je voudrais d'abord parler qu'est-ce que la réforme fiscale et dans une approche holistique. Et bien entendu, j'ai les diapos et j'essaie de lire mes propres diapos parce que c'est très barbant, mais plutôt de discuter autour des thèmes. Donc, juste pour commencer, d'abord, pourquoi holistique? Holistique, ça veut dire peut-être, il y a peut-être des gens qui ne savent pas de quoi on s'agit, parce que holistique, ça veut dire un peu tout. Mais c'est bien entendu la vue d'ensemble. Et le thème d'aujourd'hui concerne la communication. Et mon vécu dans la réforme fiscale concerne que la communication. Avant de faire partie de l'IBFD, j'étais pendant plusieurs années dans l'administration fiscale et au ministre des Finances en Hollande, différents rôles
parfois en direction des ressources humaines, du projet stratégie, d'investigation, des services internationaux. Je peux vous dire que dans ces différents rôles, j'ai toujours été confronté avec certaines questions de la réforme fiscale. Et la réforme fiscale, et finalement, c'est rassembler tous les gens autour, internes, à l'externe aussi. Et je viens de vous dire que je voudrais simplement vous parler vis-à-vis des diapos, parce que vous pouvez les lire en même temps, mais la réforme n'est pas seulement, et c'est ce que je voudrais vous conseiller, ce n'est pas du tout simplement la rédaction des législations. Vous êtes peut-être très capable de faire la rédaction des législations, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. Mon vécu, et c'est bien entendu, j'aime parler des vécus, ce n'est qu'une toute petite partie de ça. C'est peut-être la partie la plus simple. La réforme fiscale est d'abord commencer avec une politique, un concept de politique fiscale. Que voulez-vous obtenir? Qu'est-ce qui est important est également de comprendre votre économie. Et je viens vers un des premières alertes. Hier, lors d'un bon dîner qu'on avait, je parlais avec des amis de l'Égypte et on discutait à propos de plusieurs étrangers qui proviennent de différents pays, comme de mon pays, des Pays-Bas, de l'Angleterre ou des autres pays. Et ils ont donc, avec une approche qui et les meilleures pratiques, mais à partir de leur idée de fourniture. Mais sur la base de mon expérience de l'environnement international, c'est qu'il faut d'abord comprendre l'économie interne et le comportement social dans chaque culture, qui est différent dans chaque culture, et basé sur des siècles de sélection, de socialisation, etc. Et d'abord, il faut comprendre cela avant de pouvoir appliquer n'importe quelle théorie. Je voudrais donc venir vers la première diapositive. Et donc, c'est une vue d'ensemble et j'espère que ce sera possible pour vous de lire cela avant d'avoir écrit un article avec Thierry Baris et se concerner donc quels sont les éléments de le ministère des Finances et l'administration fiscale. Et c'est le deuxième point que je voulais examiner. Ici, on parle de l'administration fiscale et on parle de la réforme. Le ministre des Finances est également très impliqué. Et je l'ai vu dans plusieurs pays qu'il y a une division claire entre le ministère des Finances et l'administration fiscale, malheureusement. Je l'ai vu même dans un contexte européen. Il y a plusieurs pays qui ont une administration fiscale, ont des difficultés de communication avec ses propres ministères des Finances. Et même le ministère des Finances a parfois porte plusieurs casquettes. Le Trésor public, la partie législative, et eux-mêmes parfois ne sont pas alignés entre eux. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous fournir tout l'article pour vous donner simplement dans une vue d'ensemble, mais peut-être l'article, c'est plusieurs pages pour dire quelles sont les composantes dans un ministre des Finances et dans une administration fiscale. Et vous voyez qu'il y a des pointillés qui unissent. Et c'est là où se trouve la division. Bien souvent, c'est un mur chinois, si on veut. On a une espèce de cloison où on voit les différentes zones où il faut y avoir une collaboration, surtout dans la question de la réforme fiscale, entre les deux organismes. Bien entendu, on conçoit une politique où on souhaite avoir une procédé de réforme. L'initiative, dans plusieurs, se trouve au sein du ministre des Finances. Et dans l'administration fiscale, on a beaucoup de vécu en ce qui concerne le comportement des contribuables. Et le comportement est quelque chose qui est très important. Et on travaille sur plusieurs années dans la question de la conformité, comme vous l'avez entendu, beaucoup de questions de conformité, beaucoup de théories. À la fin, c'est une psychologie. Pourquoi veulent-ils payer? Et la psychologie, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre culture, avec votre idée de ce qu'il faut faire. Pour revenir sur cette diapo, j'ai déjà mentionné que c'était le 5e point, c'est d'organiser le processus de la réforme fiscale. C'est
pleinement partagé entre le ministère des Finances et le fisc. Et une des choses qui est très importante, et c'est pouvoir également organiser un essai d'exécution. Lorsque j'écris quelque chose dans mon étude, donc je peux écrire, je peux formuler, je peux déterminer, et ça semble simple. Bien entendu, la preuve, c'est que lorsqu'on l'a traduit dans la pratique, c'est une des matières qui a été discutée hier soir. Ça concerne donc l'application. Le 90% du travail, c'est l'application. Et ça, c'est l'administration fiscale. Et ça, c'est mon premier conseil. Je suis là comme conseiller, tout simplement. Il faut faire des recommandations et pas plus. C'est de voir également dans le processus de la réforme le temps pour faire un essai d'application. Qu'on choisit 20 ou 50 contribuables et voir comment cette idée fiscale va fonctionner, comment ils vont réagir. Je vais y revenir. C'est une vue d'ensemble et comme vous verrez plus tard, quand vous aurez les documents qui seront dans les matériaux, et vous verrez qu'il y a une vue d'ensemble de différents éléments où l'administration et le ministre des Finances doivent travailler ensemble. Une des choses et une autre de mes recommandations, c'est d'organiser également un curriculum de formation avec tout un tas d'éléments différents. Et cela également, il faut le faire ensemble. La Malaisie, c'est peut-être un excellent exemple avec une académie fiscale très professionnelle qui existe depuis des décennies, avec un très haut niveau et d'une excellente réputation. Mais c'est également une de vos bases de votre proposition de connaissances. Et c'est, comme je viens de vous dire, je ne fais que des recommandations, mais c'est d'organiser le processus de réforme, c'est utilisé comme système pour formation. Ils ont développé ici quelque chose de semblable, mais à la fin des comptes, il faut le faire vous-même. Bien entendu, je suis des Pays-Bas et je ne suis pas du tout expert, mais ils doivent vous aider dans votre processus et non pas simplement appliquer leurs identités. Ici, il faut également avoir une base de formation et de programme. Et là, sur ce que je viens de dire, ça concerne également le programme de formation lors d'environ 15 jours de formation. Ce que j'ai déjà commencé avec ma diapo. Ce que je souhaiterais faire, c'est que nous avons tous une préparation juridique fiscale. Je suis également professeur de la politique fiscale et j'aime également avec les étudiants qui sont économistes, qui ne comprennent pas du tout le droit ni du tout la fiscalité. On donne le concept sur une seule diapo. J'ai une seule diapo qui constitue quels sont les éléments de tous les lois fiscales, n'importe quel que soit, dans un contexte de impôt sur le revenu ou la TVA, c'est toujours dans le même contexte. C'est quelque chose qu'il faut comprendre dans le processus de développement. Bien entendu, le premier bloc, il faut avoir les propriétés, le titre, quand est-ce qu'on aura le droit, la date d'application, les définitions. Les définitions sont des points clés. Quelles sont les définitions? Et pourquoi je vous en parle? Parce que dans les différents droits et les différentes définitions, vous pouvez vivre avec. Mais dans un temps d'informatique et qui est de plus en plus drivé par les vendeurs de l'informatique, il faut avoir une information claire vis-à-vis des définitions. Parce que lorsque les définitions ne se trouvent pas conformes avec les autres différents droits fiscaux, on a un énorme problème dans la gestion informatique. C'est quelque chose qu'on oublie parce que les vendeurs de l'informatique, ils peuvent vous aider avec tout, ils veulent fournir tout. Mais à la fin des comptes, il faut payer le compte. Et là, vous avez une définition claire, une compréhension claire des définitions et l'architecture. Cela va vous épargnera beaucoup d'argent en ce qui concerne le processus d'informatisation. C'est quelque chose de très important. Deuxième base, c'est également les règles de comptabilité. Comment on fait la comptabilité, comment on prépare ces rapports? Est-ce que c'est en fonction des normes internationales? Mais ça peut être également vos normes internes. Deuxièmement, c'est également par rapport aux définitions. Je peux vous dire que la plupart du temps,
basé sur les droits fiscaux. On a également des lois ou des règlements fiscaux qui sont différentes par rapport aux normes internationales. Aussi, dans mon pays, il y a des normes de comptabilité qui sont différentes dans la fiscalité que dans les règles internationales. En ce qui concerne le fisc, il faut savoir quelle est l'entité qu'il faut taxer, quelle est l'entité qu'il faut adresser. Parfois, vous voyez également une différence entre les différents impôts. Ensuite, il faut connaître la période de taxation. Le temps, c'est une question toujours très pertinente. C'est quand est-ce qu'il faut préparer l'imposition. Et puis, quel est l'objet de l'imposition? Et ça, c'est également une question clé. Par la suite, il faut connaître quels sont les types de revenus qu'on va imposer. Est-ce que ce sont des profits? Est-ce que ce sont des salaires? Est-ce que ce sont des chiffres d'affaires, des royalties, des dividendes? Là, on voit qu'on a plusieurs types de revenus imposables. C'est un peu plus long que moi, hein, je vois. Oui. Bien entendu, le calcul des revenus imposables. Et bien entendu, tout revenu, c'est un calcul. Et bien entendu, ces règles c'est ce qui joue là-dedans. Donc les taux d'imposition, les crédits d'impôt, est-ce qu'on peut intégrer les pertes ou les faire des avouements à nouveau là-dessus? Ensuite, il y a les obligations des contribuables. Calculer les différents. Et tout ça, il faut les organiser, les paiements et ensuite les pénalités. Certains pays ont choisi de mettre tous ces éléments dans un code d'administration fiscale et ce genre d'éléments peuvent servir tout type de taxation. Mais ce sont tous des éléments qu'il faut tenir en compte parce qu'ils peuvent être différents sur les différents types d'impôts. Et ça donne il manque de certitude aux contribuables. Bien entendu, derrière tous ces éléments de la loi fiscale, il y a bien entendu les différents acteurs. Et c'est là, ça concerne la communication. Lorsqu'on parle de la réforme fiscale, on parle des acteurs. Ça commence d'abord avec l'administration, le ministre des Finances. Mais bien entendu, il faut parfois travailler avec différents ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère des Minières, le ministère de l'Investissement. Et parfois, on a des agences particulières pour l'investissement direct. Il faut également les intégrer. Et bien entendu, les contribuables, ça peut être des individus, ça peut être des sociétés, peut-être organisées par agence. Dans mon vécu, j'ai travaillé dans une administration fiscale qui incorporait des différentes agences. Il y avait des représentants des industries qui étaient un élément clé dans le processus de la réforme. Parce que tous les économies sont organisées et donc les industries se connaissent. Peut-être pas officiellement, mais de manière officieuse, ils se connaissent. Et vous voyez ce genre de représentant comprendre quel est l'intérêt et quelle est la signification de ce type d'agence. Bien entendu, je voudrais passer à une autre diapo. Quels sont les éléments d'une réforme fiscale pour vous donner quelques éléments et quels sont les différents acteurs qui sont derrière. Comme plusieurs choses sur ce diapo, j'espère que vous pouvez le lire. Ça devient un peu plus clair. Ce que je viens de mentionner au débat, c'est le contexte politique et social. Quel est le type de société que vous avez? Avez-vous un contrôle démocratique? Est-ce que c'est un parlement qui rentre en jeu ou est-ce qu'il y a un comité d'audit? Il y a bien entendu des comités qui sont toujours incorporés. Quel est le rôle des médias sociaux? C'est quelque chose qui n'a pas une place, mais aujourd'hui, les médias sociaux sont partout. Il faut tenir compte de Facebook et de LinkedIn, parce que ça crée des communautés dès le départ. Et ça a donc un rôle dans la réforme fiscale. C'est également important
voir comment on fait la résolution des différends indépendants, comment sont organisés cela au sein des systèmes, et c'est organisé par pays. Est-ce que vous êtes dans un pays ou dans un pays de droit commun où les décisions de justice sont très importantes, ou un droit civil où il y a beaucoup plus, ou un pays comme la France où il y a un droit civil, et ça concerne également quelle a été l'influence européenne que vous avez subie il y a peut-être 50 ou 100 ans. Les principes macroéconomiques dans l'imposition, bien entendu, les experts comptables et les fiscalistes oublient toujours que c'est toujours une question de l'économie. Il faut avoir une bonne compréhension de l'économie. Et dans certains pays, les économies ont un rôle très important de la réforme fiscale. Et puisque je vous donne certains exemples, l'imposition des modèles, par exemple, l'élasticité de la fiscalité, il faut comprendre que chaque droit fiscal a un concept différent dans le processus économique. Bien entendu, qu'on achète du pain ou du riz, même le prix du riz, on va l'acheter. Mais avec la fiscalité, c'est différent. Ça veut dire que lorsque les taux augmentent, les gens vont essayer de l'éviter. Et bien entendu, donc c'est l'économie souterraine qui devient plus importante. Mais ce n'est pas une nécessité, bien entendu, pas pour nous, parce que nous, c'est notre gagne-pain. Mais pour nos civils, c'est pas une nécessité. C'est pas comme le pain ou l'eau ou le riz, ils peuvent vivre sans. Bien entendu, ils auraient peut-être une mauvaise société, mais c'est au long terme. La nécessité n'existe pas. Ça veut dire qu'ils peuvent facilement s'échapper s'il n'y a pas un modèle économique derrière. Et c'est quelque chose qui comprend et qui diffère par société. Si on veut taxer imposer la consommation, on peut faire la consommation sur le champ, mais les revenus, c'est après coup. Quand on fait une imposition des revenus, il faut avoir au minimum de 2 mois de retard. Et c'est également une question des prévisions des revenus. C'est pas qu'on puisse faire tout simplement un calcul derrière son bureau et dire ça va ramener un certain nombre de milliards d'euros ou de dollars, suivant la devise, mais c'est basé sur tous ces modèles. Les prévisions des revenus, c'est une science. Dans le ministère où je travaillais, on avait un service de 20 ou 30 personnes qui ne faisaient que ces modèles de calcul. Et bien entendu, il y a un ministre des Affaires économiques qui avait bien entendu le Trésor. Et c'est en fonction du comportement des contribuables. Parfois, nos données étaient meilleures en ce qui concerne les prévisions des revenus. Et on luttait toujours avec son économie souterraine ou informelle. Et ce n'est pas un trou noir. Il y a également une économie qui est sous-jacente, qu'il faut comprendre ce qu'elle est. Ce n'est pas un iceberg qui est au-dessus des enquêtes. Il faut comprendre quel type d'économie est là. Parce que c'est ça qu'on essaye de combattre. Ce n'est pas une monopole. Il y a également le numéro 5. C'est une science en elle-même. Quel est le type d'économie souterraine qu'on a et quels sont les secteurs qui sont appliqués? Est-ce que c'est une économie souterraine? Ce n'est pas forcément les petits commerçants ou les petits varons qui peuvent peut-être apparaître à la surface. Peut-être je peux vous raconter une petite histoire en venant des Pays-Bas. Lorsque j'étais dans les enquêtes, on avait aux Pays-Bas une famille très riche qui était propriétaire de 200 restaurants et hôtels chez nous et ailleurs. Et c'était une famille très inclusive qui avait
tous les fournitures, leur logistique qui était organisée en interne, leur propre mobilier, leurs propres équipements, leur propre vache en Argentine. Ils avaient même leur propre vignoble. Tout était au sein de cette famille. Et bien entendu, il y avait beaucoup d'argent noir qui était appliqué, ce qui était sur la base du cash qu'on paye. On ne pouvait pas faire. L'évidence que le chiffre d'affaires était beaucoup plus élevé de ce qu'on avait déclaré. Et puis à un certain moment, il y a 15-20 ans, la femme d'un des fondateurs a été kidnappée, enlevée. Et il a fallu qu'on paye donc aux kidnappeurs. Et ça s'est passé aux Pays-Bas, c'était produit dans 40 ans, 2 fois dans les 40 ans. Et ils ont payé environ 30 millions d'euros et ils l'ont payé. Et la mère est revenue et tout le monde était content. Et ensuite, il y avait le silence. Et nous, dans la section des enquêtes, on a vu où est-ce qu'ils ont trouvé ces 30 millions. On n'avait pas vu des retraits dans les comptes bancaires. Donc, ça voulait dire que l'argent est provenu quelque part de la famille dans les comptes cachés et 30 millions sans quelques retraits bancaires. C'est basé sur le propre système. Sur le propre système, on avait dit la marge de profit c'est environ 1%. Le 30 millions, c'était 1%. Ça veut dire que c'était une belle somme. À la fin, ils ont payé 500 millions d'euros. Bien entendu, ils ont détesté parce qu'on pensait que c'était nous qui kidnappés. Ce n'était pas vrai. Mais ce n'est pas une espèce de recommandation, mais vous voyez qu'il y a quand même une économie souterraine qui est impliquée. Le troisième, c'est également les principes économiques et légaux, c'est-à-dire la préparation des lois, la conception de votre structure fiscale, comme je viens de vous dire, quelles sont les composantes de vos systèmes, avec des définitions bien claires. Une des choses les plus importantes, c'est l'impact administratif de la réforme fiscale. Il faut le tester, il faut le vérifier. Comment fait l'administration fiscale comme un organisme? Quel est le système de gestion des projets? Quels sont les différents éléments de gestion des projets, comme je viens de vous dire, concernent surtout la conception. Comment on organise la conformité? Ce n'est pas un concept qu'on peut facilement copier-coller d'un autre pays ou d'une autre économie. Ça se dépend sur comment l'économie est organisée et de votre société aussi. Une fois, j'étais aux Philippines, dans un centre commercial, et c'était une belle expérience. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais aux Philippines, parce que les gens aiment bien les jeux, et on pouvait gagner un prix où on revenait, donc une seule fois on pouvait gagner une voiture. Et si on pouvait trouver une combinaison avec les jeunes qui veulent faire un jeu aux Philippines, et pour faire la déclaration d'impôt à temps. C'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être mauvaise. Mais qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qu'on peut voir comme le comportement normal dans votre société? Tout cela, il faut organiser. Et puis, également, une bonne éducation en ce qui concerne la réforme fiscale pour que vos officiers le savent, mais également vos acteurs, vos contribuables ou bien vos fiscalistes. Il faut qu'ils soient tous formés, qu'ils puissent dépenser cet argent pour faire ce genre de formation et ces programmes de formation. Il faut tester les systèmes informatiques, il faut tester le forum, il faut essayer les prestations aux contribuables. Et tout ça, il faut tester avant de lancer le nouveau droit. Et bien entendu, et c'est quelque chose qui est toujours pareil, même aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, c'est de créer des provisions pour l'intégrité. Parce qu'il faut toujours être très très prudent, qu'on n'a pas de créer des opportunités pour les malhonnêtes. Et je termine cette partie, c'est également, il faut également voir comment vos impositions s'imbriquent avec les règlements internationaux. Bien entendu, vous avez des traités fiscaux, mais le moment où vous changez quelque chose dans votre fiscalité domestique, ça a un impact sur vos accords internationaux. Peut-être il va falloir changer quelque chose dans votre traité international. Ou
peut-être il faut que vous êtes obligé d'adopter quelque chose au sein de vos règlements internes. Si vous changez quelque chose dans le système domestique, ça a un impact sur les accords internationaux. Ceci, vous voyez tout le temps, c'est que dans tous ces différents éléments, il faut parler, il faut avoir une bonne communication avec les différents acteurs qui sont sous-jacents. Que ça peut être votre système, vos vendeurs des informatiques, les informaticiens, vos partenaires traités internationaux, ça peut être les gens de double taxation. Il faut également avoir votre communauté d'affaires et surtout, en particulier, les fiscalistes, parce que eux, ils les représentent. Il faut discuter de ça avec le système juridique, avec les tribunaux, lorsqu'ils sont appliqués. Avec les autres ministères, il faut parler beaucoup. Ensuite, le processus de la réforme, il faut avoir un bon niveau de communication. Ça fait partie de votre réforme fiscale. Mais il faut voir avec qui vous adressez votre message. Et voir, c'est pas seulement une question de faire des transmissions, mais il faut quand même réformer les choses. Il faut être clair. Quelles sont mes ambitions? Qu'est-ce que je veux obtenir? Et c'est pas seulement une revenu tout le temps, mais il faut parfois changer un peu dans les comportements. Il faut être clair là-dessus. Quelles sont les questions qui sont dans vos mains? Et dans ce sens, il faut être ferme. Mais comment? C'est là où il faut avoir les intérêts des différents acteurs. La question de comment et la question qui concerne comment on communique et comment on fait les alliances. Et la dernière chose que j'ai mis à droite, c'est que tous ces processus ont besoin de leur propre intégration. Il faut prendre le temps et parfois il faut avoir un groupe de personnes indépendantes qui sont en dehors du processus qui vont évaluer les différents éléments. Parce que alors on a des balances et des contrepoids. Si on fait tout ça, lorsqu'on crée quelque chose, tout est excellent. Mais parfois, quand on se fait vérifier par quelqu'un externe, on apprend des choses. Et parfois, les apprentissages peuvent être douloureux. Lorsque ma femme me corrige le premier jour, je nie, le deuxième jour aussi, le troisième jour peut-être, il prend fort 3 semaines pour l'admettre. Mais vous reconnaissez le comportement. Bon. J'ai quelque chose à vous dire. Il me reste encore du temps. Je vous avais parlé avant Liberté, c'était un organisme qui existe depuis 1938. Et nous avons donc une longue histoire. Nous avons donc beaucoup d'experts de différents pays. Environ 40-42 pays. Parmi les vôtres, par exemple, et des membres du personnel de la Malaisie, de Maroc, de Tunisie, de Turquie, et j'oublie d'autres pays aussi. Mais ça fait EBFD avec toutes ces différentes cultures. Et nous apprenons tous un à partir de l'autre. Une des choses qu'on peut voir et céder, ça concerne donc les diapos qu'on avait vus. Ça concerne dans un programme d'ici 2 jours, 15 jours, comment on peut voir le processus avec le processus de la réforme. La deuxième chose qu'on développe, c'est ce qu'on appelle le rayon d'imposition. J'ai écrit cela avec quelqu'un d'autre et un livre sur l'administration fiscale que j'ai vu ici en Malaisie, qu'on est employé. On a publié une nouvelle édition. Et tant que Dr. Chokur avait été gentil pour faire l'introduction, mais c'est un livre, et maintenant c'est un peu plus de 1000 pages, ça veut dire c'est énormément de théories, mais ça concerne uniquement l'application et pas ces théories, et c'est comment on organise l'imposition. Un livre, c'est un livre, mais ce qu'on avait pensé, et que c'est bien d'avoir un outil de diagnostic autour de cela. C'est basé sur la théorie. C'est quelque chose de très bien, comme voir quels sont les types d'organisations qu'on a. Et c'est basé un peu sur les points forts et les points faibles qui sont analysés. Bien entendu, dans mon organisation, l'administration fiscale de Londres a un point faible.
En tant que gestionnaire, on se concentre toujours sur un certain nombre d'éléments et on oublie des autres. Mais ça peut être qu'on est excellent dans tous les secteurs. Ce que vous améliorez aujourd'hui, ça veut dire qu'on va l'ignorer peut-être demain. Mais la conception stratégique, c'est pas de faire des plans ambitieux, mais faire de sorte que l'analyse diagnostique peut voir là où on peut faire des améliorations. Et on peut faire des améliorations pas dans tous ces éléments. En même temps, il faut choisir la gestion. On peut écrire des volumes sur le management, mais on a une petite compréhension de ce groupe dans une seule semaine. C'est toujours faire le bon choix avec des ressources limitées. Lorsque les gens viennent me poser des questions, est-ce que ma direction vient me poser la question pour d'avoir davantage de personnes, c'est toujours facile, c'est-à-dire que vous ne faites pas bien votre travail. D'abord, il faut organiser les choses dans ses priorités, et ensuite, troisièmement, on peut parler des ressources, mais c'est pas la première chose à demander. Donc, cette réunion, c'est de faire une espèce de cliché de votre organisation, un cliché qui concerne la manière dans laquelle vous vous comportez, et quel est le groupe clé, quelle est l'administration, les ministres des Finances, les bailleurs de fonds et les organisations internationaux. Et on a conçu une manière pour qu'on puisse avoir un cliché vraiment bien, ou que c'est simplement une filiale de l'administration qui commence toujours par l'environnement. Sinon, on commence toujours avec les opérations. Et vous voyez ici, c'est l'élément numéro 6, pardon. On voit quel est l'environnement, quel est le type l'économie qu'on a. Est-ce qu'on a l'inflation? Est-ce qu'on a des taux de chômage? Quel est le système juridique? Quel est le système d'éducation? Le système juridique concerne donc les différents. Et l'inflation, ça concerne également la collecte. Et tout ça a donc toutes les causes qui touchent beaucoup à votre administration. Tout ça, c'est en dehors de votre contrôle, mais ça touche à vous. Ça me frustre toujours parce que le FMI ou l'OCDE fait des comparaisons entre les pays. C'est bien beau, mais il faudrait comparer les pommes et les poires, parce que les circonstances sont différentes. Même pour vous donner un exemple, je proviens des Pays-Bas. Lorsqu'on comparait mon pays avec celui de la France, c'est très différent. Parce que l'imposition des revenus en France est différente. Lorsque je veux avoir un prêt hypothécaire, ou je veux faire quelque chose, j'ai besoin de faire plein de déclarations du fisc. Ça veut dire qu'il y a une charge supplémentaire pour l'administration fiscale française. Pour donner tous ces éléments de vérification, c'est pas nécessaire aux Pays-Bas. Là, vous voyez, dans un seul parti, dans un seul service, il n'y a pas de comparaison parce que l'environnement est bien différent. Un autre élément, c'est que quel est le système fiscal? Quels sont le droit fiscal? Quel est le réseau des traités? Est-ce que vous avez des lignes directrices qui concernent tout ça? Ça concerne tout le système fiscal. Et chaque système fiscal est différent. Quel est le mandat? Quel est d'une administration autonome ou pas? Comment est-ce que vous pouvez faire votre recrutement, etc. Le système de rémunération, toutes ces choses-là peuvent être différentes. Quelle est votre stratégie, la vision pour l'administration? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Tous ces genres de choses. Comment vous faites la gestion, la conception, le contrôle? À qui vous faites vos rapports? Comment vous avez organisé votre structure? L'organisation diffère de pays en pays. Cinquièmement, et c'est l'élément clé dans l'administration clé, parce que là, on vient vraiment au cœur des administrations, c'est comment on organise la gestion des risques. La gestion des risques, on ne peut pas imposer ou voir tous les contribuables. Il faut sélectionner certains. Comment vous faites votre processus de sélection? Est-ce que vous prenez, par exemple, le 1% supérieur, ou vous prenez au hasard? Ou est-ce que sur l'historique, il y a tout un tas d'éléments qui jouent un rôle. Ces niveaux d'avancement
Ou est-ce qu'on utilise des renseignements à partir des tiers? Est-ce que le système de sélection est influencé par le système bancaire? Je vous donne beaucoup d'éléments. Et enfin, les opérations fiscales, les calculs, l'audit, les investigations, comment tout cela est organisé. Vous voyez, une seule diapo, mais plein d'éléments. Ces 6 catégories sont divisées par, je pense que c'était sous-divisé en 15 ou 20 sous-segments et 5 sous-sections. Il y a des différentes questions. Ensemble, on a développé environ 1000 et 1200 questions pour avoir simplement une vue d'ensemble de l'administration fiscale. Pour vous donner un exemple. Et là, c'est beaucoup sur une seule diapo. Lorsque vous avez une conférence sur comment faire des diapos PowerPoint, et c'est essayer d'éviter, mais c'est ridicule, il y a bien trop d'informations sur une seule diapo. Mais c'est pas pour le lire en détail, mais d'avoir une idée de ce qu'il faut couvrir en ce qui concerne l'administration, l'environnement, l'inflation, les systèmes bancaires, la transparence, les facteurs démographiques. Quels sont les facteurs démographiques avec l'administration fiscale? Je peux vous dire beaucoup, parce que ça concerne donc la conformité. Les jeunes sont moins conformes que les âgés. À un certain moment de la vie, ils ont plus besoin du système de pension, qui est plus proche des pensions, et donc tout un tas de bénéfices. Donc ils deviennent de plus en plus conformes, parce qu'ils voient donc le besoin de tout ça. Pourquoi les jeunes se posent, mais pourquoi je fais cela? Pourquoi il faut que je me conforme? La conformité diffère également entre les comportements mâles et femelles. Les mâles préfèrent les jeux et éviter. Il y a des différences démographiques, également la culture, etc. Et ça concerne également la rapidité de votre Internet. Combien de temps il faut, par exemple, pour avoir accès à tout un tas d'informations? Un des éléments concerne, et qui est très populaire chez jour, c'est l'échange d'informations. Ça concerne donc à l'intérieur ou vers l'international. Mais avec une bonne recherche Internet, on peut trouver le 80 ou 90% des données uniquement à partir de son propre écran. Je suis engagé dans une expérience pour voir avec l'OCDE et le FMI. On fait des rapports pays par pays. Je suis plus un observateur qu'activement impliqué, mais nous avons créé avec PwC un groupe pour voir toutes les questions qu'il faut demander au sein des administrations fiscales qui sont disponibles sur Internet. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a énormément de renseignements qui sont disponibles sur tout un tas des normes de rapports, des déclarations annuelles qui sont disponibles, mais il faut les trouver. Lorsque le système Internet ne fonctionne pas et lorsque les fournisseurs sont lents, ça a un impact sur les recherches qui est au-delà de votre contrôle, mais il faut le savoir. Ça fait partie de toutes les choses, pour vous donner un exemple, qu'il faut avoir d'abord une compréhension de votre environnement pertinent. Et bien entendu, on peut continuer avec tous les autres systèmes. Il vous reste encore un temps, 5 minutes. Je suis déjà à mi-chemin. Je sais que ce n'est pas facile après le petit déjeuner. Le système fiscal, comme je vous l'ai dit, c'est quel est le nombre de fiscales. Vous avez des prévisions des revenus. C'est une science, je viens de vous le dire, lors d'une de mes diapos présidence. C'est-à-dire, c'est pas simplement de dire j'ai l'année dernière 100, cette année ça va être 105, parce qu'il faut calculer l'inflation. Il faut calculer quel est le comportement économique. Parce que, pour être honnête, je suis toujours contre, même lorsque je travaillais au ministère des Finances, que l'administration fiscale est responsable pour les revenus fiscaux. Je sais que lorsqu'on a beaucoup de succès ici en Malaisie, c'est une excellente idée d'avoir,
Mais lorsqu'on a des périodes de récession, ça peut être très dangereux parce que les revenus, c'est le résultat, premièrement. Quel est l'état de votre économie? Deuxièmement, bien entendu, quel est le comportement de votre contribuable? Je peux vous dire que lorsque les contribuables ont de mauvaises expériences avec un autre ministère, c'est peut-être la sécurité sociale qui ne fonctionne pas bien ou peut-être les polices de la route, l'intégrité n'est pas très élevée. Ça a un impact sur les comportements. Et troisièmement, ça concerne aussi quel est le système fiscal. Quels sont les types de droits que vous avez? Quelles sont les modifications qui sont là? Peut-être il y a des modifications rapides qui ont un impact sur le revenu. Il y a également un impact international. Chaque pays, 2/3 des revenus, peut-être le 60% ou 80%, qui sont payés par les 2 ou 3% de vos contribuables, qui sont des sociétés qui sont actives multinationales. Ça peut être des multinationales, mais également des sociétés domiciliées chez vous. Ça, c'est le premier chose. Donc, c'est pas pour la glace. Cet aspect international est important. Les pays sont en concurrence les uns avec les autres. Même si on parle l'OCDE, le FMI et la Banque mondiale, une certaine harmonisation, mais à la fin des comptes, chacun est en train de se battre pour ses propres revenus fiscaux. Pour vous donner un exemple, vous avez peut-être entendu parler d'Apple. Le cas, la Commission européenne avait dit l'Irlande doit imposer 30 milliards d'euros qui, à cause du système fiscal d'Apple, comment ils essayent d'éviter de payer des sociétés. Irlande est descendue au plus bas de toutes les fiscalités normales à cause d'un accord. Peut-être qu'on va demander, on va ordonner à l'Irlande pour faire des corrections sur les stratifications fiscales. Donc 30 milliards d'euros. C'est bien beau, c'est bien. Apple a suffisamment. Apple a environ 260 milliards de dollars offshore. 30 milliards, c'est rien. Mais rappelons-nous que lorsqu'on a un peu de conseil, Apple va demander un crédit fiscal aux États-Unis. Donc voilà, je vais payer cela en Irlande, mais je vais avoir une déduction aux USA. Je suis toujours surpris que par les élections américaines, peut-être on débat actuellement entre Clinton et Trump. Et lorsque j'étais Trump, parce que je ne suis pas pour ni Trump ni Clinton, je vais soulever la question. Merci à la Commission américaine. Les citoyens américains doivent payer 30 milliards supplémentaires. C'est une belle question fiscale. Et quand vous voyez comment les systèmes fiscaux sont en rapport les uns avec les autres, si on paye ici, on paye moins ailleurs. C'est un peu l'idée de la fiscalité internationale. C'est simplement un des éléments du système fiscal. Ce que j'allais voir, c'est qu'il y a le mandat, la structure organisationnelle, la gestion des conformités. Excusez-moi, je pourrais expliquer beaucoup davantage un peu plus tard les opérations fiscales. Et juste pour arriver vers une conclusion, ce qu'on a fait avec c'est un outil diagnostique, c'est de le mettre à différents niveaux. Pas forcément pour prendre un jugement, mais dire que lorsque c'est au niveau initial, lorsque c'est optimisé, et quels sont les différents degrés, on dit que ce n'est pas suffisant, que je lutte contre la clochette, mais pour que vous voyez par vous-même, non pas pour un benchmarking international, mais voir quels sont les éléments où il faut ajouter davantage de ressources pour faire un peu plus d'attention. Ce que je voulais dire, c'est que également le FMI a développé un certain outil qui s'appelle Stardot. Stardot, pour être honnête, c'était un peu copié par un système qu'on avait développé, on l'a élargi un tout petit peu.
Le FMI se concentre vraiment sur les opérations avec une approche anglo-saxonne. Nous avons voulu une approche plus holistique, sans ce genre de jugement. Et sans ce type de benchmark, c'est peut-être utile de faire les comparaisons, mais j'ai entendu donc le deuxième clochette, c'est le nom d'un roman. C'est le temps pour moi d'arrêter, pour faire des conclusions. Pour moi, ça concerne uniquement une ouverture. Je vais donc expliquer un peu plus tard que l'IBFD, pour vous assister, on vous demande, nous sommes un organisme indépendant qui n'a pas de parti pris. Nous ne représentons pas d'autres intérêts. Notre point de vue, c'est de rassembler tous les différents acteurs et c'est basé surtout sur la connaissance. Mais ce sont mes remarques finales. Je voudrais également donner les bons souvenirs de Frieder Hunso, qui a été ici en participant. Il y a beaucoup d'amis qu'il a fait dans plusieurs pays. Et probablement la prochaine fois, il sera là pour représenter IBFD. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Victor, for the very interesting presentation. I'm sure there are lots of questions for you from the floor, but I will hold any of them before we hear the view from the panelists today. With that, I would like to invite Mr. Ki Chandrasekaran, a council member of the Chartered Tax Institute of Malaysia, please. Thank you, Dr. Sabin. I will probably not dispute with Dr. Victor's wisdom and IBFD's wisdom, as they are 78 years old. Probably I will share views and concerns from a perspective of the practitioners, since I represent the Chartered Tax Institute of Malaysia, and the industry. And since he talked about the US presidential candidates, I also must say that one need not go very far to understand the importance of tax reforms. Between the two candidates, Clinton and Trump, the tax reforms appeared to be one of those biggest in their agenda. And their manifesto is so remarkably distinct. One says, cut, 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 because he comes from business, and he wants a cut in taxes to promote activity, not without reason, it has reason. And another person says that we'll have to tax you more because we want to provide you more services. And that's how views can differ when it comes to tax reforms. Very interesting manifesto by both the presidential candidates, and that tells us today how important your topic of tax reforms are in the current economic and social environment. Now, tax reforms can be an ongoing process, it can be an annual approach, or it can be a part of a 5-year economic plan, or it can be an ad hoc approach, which can also be referred to as an incremental approach, or the holistic approach that we are talking about today, which is part of a package. Now, I was attracted to this quote because this is a very recent development in this region as Philippines looks at holistic tax reforms. The Philippines Finance Secretary says that the government cannot put our fiscal sustainability and credit rating at risk by doing piecemeal revenue reducing legislation. Two elements here, piecemeal and revenue reducing legislation. Approach fiscal reform from a holistic standpoint. There you are, the importance of a holistic standpoint, with the goal of making the structure more buoyant, equitable, progressive, and competitive. So, from a holistic standpoint, one looks at the structure to make it more buoyant. I mean, these are views of the Finance Secretary of Philippines, to make it more buoyant, equitable, to be fair, progressive, and competitive. Now look at the principles set by the leadership. Now these are excellent principles to follow when we talk about reforms, and particularly holistic reforms.
Now, is there a real need for reform? Now, if the system continues to meet the policy objectives, is there a need for reform? Now, no man is an island, and no nation can continue in isolation. We are all linked. The world has become increasingly borderless, and tax is such an important topic that it is so dynamic. You can either take a proactive approach or a reactive approach, but at times, although we want to be proactive as much as we want to, but then we'll have to react to international developments that are currently taking place. The international tax changes have gripped us. Technological changes that is sweeping the business world cannot be ignored. We need to respond to that. Responding to aggressive tax planning, looking at loopholes, addressing the loopholes, and meeting social and welfare objectives that keeps changing from time to time. Quels sont les problèmes qui continuent à changer de temps en temps? Les réformes des taxes sont des procès. Il faut continuer à voir les développements. Oui, est-ce qu'on a besoin de... Il faut quand même prendre un regard holistique. Ce qu'il parlait, c'était que c'est toujours, parce que ça ne marchait pas, c'était toujours un processus qui continue. L'approche ad hoc, c'est important, sans faire des fragmentations. Il faut prendre en compte la cote de crédit, le risque des fragmentaires, mais avec le point de vue holistique qu'on voudrait voir, c'est une réforme qui soit en étudiant les indicateurs des niveaux de conformité. Comme il y a les politiciens aux États-Unis qui se bagarrent entre plus de taxes parce qu'ils représentent les compagnies, ou moins de taxes parce qu'ils représentent les compagnies, ou plus de taxes parce qu'ils veulent donner des services. Ça veut dire qu'ici maintenant, tout le monde qui veut se enregistrer peut rentrer dans l'Internet. Si on regarde la comparaison des ratios des impôts vis-à-vis le PIB, aussi, il faut regarder l'écart fiscal. Comment c'est cette économie souterraine et cette économie à l'ombre, des gens qui ne paient pas des taxes et ils sont pas conformes. Ça veut dire qu'ils sont pas en train de les payer. Quelles sont la récolte des taxes? Combien ça coûte par les revenus? Quel est les secteurs des contribuables qui payent pas leurs taxes? Et combien ça dure résoudre tous les problèmes et les disputes avec une prévision pour le futur? Qu'est-ce qui est un problème? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est adéquat pour le paiement d'impôts? La Malaisie, c'est un bon exemple parce qu'ils ont créé un département de plaintes. Et les plaintes peuvent aller faire des demandes juridiques. Les contribuables, ils croient qu'avec leur évaluation, sans prendre en compte le pouvoir faire la récolte des taxes par le gouvernement, on ne peut pas se plaindre sur ça. Mais vous devrez être évalué quel est le pourcentage de taxes à payer. Ça peut rendre lieu à des problèmes, des disputes un peu contentieux. Ça veut dire que peut-être si on peut étudier les statistiques, faire un sondage, 80% des cas qui sont présentés avec des demandes juridiques, quel est le mécanisme pour les reprendre, ces contribuables qui ne sont pas conformes et ne paient pas le taxe? Il y a un autre outil diagnostique
que Victor a aussi mentionné dans ses diapositives. C'est un outil diagnostic d'évaluation créé par beaucoup d'agences d'ADAT avec la Banque mondiale, FMI et d'autres pays en Europe. C'est une évaluation objective qui prend les composants clés pour l'administration, la gestion fiscale. Il prend par exemple on peut voir si c'est une compagnie est en bonne santé quand on prend le point de vue des taxes. On a quand même une clé de 9 points et qu'on peut voir les débilités de l'administration, quels sont les buts, quelle est la recommandation qu'on peut le donner, et on peut souligner avec ça la position de cette des impôts aux revenus, l'impôt sur le revenu, pour trouver quels sont les malhonnêtes, quels sont les côtés qui n'ont pas, avec ce processus de auto-évaluation aussi. Avec TaxRay, on peut aussi utiliser leur outil TADAT, c'est le nom de cet outil diagnostic d'évaluation. Les agences de revenus dans le monde ont travaillé ensemble. Il y a certains qui analysent aussi dans l'agence les impôts qui concernent la douane et les impôts de revenus. Ce sont de réformes massives, énormes qu'on a fait dans le monde. Solitex, Singapour, Royaume-Uni, qui sont ensemble dans leur réforme, la douane et le revenu. C'est une considération clé importante. Il faut penser à long terme et pas penser à court terme. Quand on a un problème, on veut introduire une réforme vite maintenant. Mais si on le regarde du côté pour le futur à long terme, on peut être actionné pour le futur. Singapour, ils ont mis le TVA. Ils voulaient prendre cette décision quand ils n'avaient pas besoin de l'argent. En 1994, ils ont pris 3% seulement était imposé sur le TVA. Ils ont donné plus de 1 milliard de dollars Singapour à la population pour que la population accepte et considère cette taxe. La façon que la Malaisie l'a fait, c'est aussi très bien parce qu'ils ont introduit en avance. Il ne faut pas perdre ou oublier qu'il y avait 7 pays dans le monde qui ont laissé tomber l'implémentation, l'activation, l'application de le TVA pour les citoyens et les industries. C'est des leçons qu'on a appris. On ne doit pas analyser seulement les modèles qui ont eu du succès, sinon aussi celles qui n'ont pas eu. On a aussi la gamme de répression, de blanchissement de capitaux avec des agences qui analysent ça du côté très efficace. Il faut analyser l'indice corruption, une option qui est toujours aider les agences de revenus. Une plateforme commune avec les données financières dans les agences gouvernementales et comment ils reçoivent l'information. Par exemple, le centre enregistre les sociétés qui reçoivent des données
financiers des compagnies qui veulent s'enregistrer. Si ça est fait dans une plateforme unique, on peut partager entre les agences gouvernementales cette information de données qui existent sur la plateforme. Aussi la coopération internationale et le rôle de ces organismes, entités internationales. Le OCDE, le FMA, la Banque mondiale, le Qatar, SACTA, ATAIC aussi. Tous ces groupes participent dans ces organismes internationaux et on a une rétroalimentation avec des suggérences qui donnent beaucoup de bénéfices avec le partage des meilleures pratiques, partager les vécus. Et ces organismes aussi bénéficient toutes les juridictions financières. Quand on parle des réformes des politiques de taxes dans les OCDE, la première était il y a une semaine, le premier rapport qui va être quelque chose qui va se présenter chaque année avec les réformes qui ont été appliquées et mises en place dans chaque pays. Ça va être pour 2015 et ça va montrer les tendances entre les pays. Il y a des tendances générales qui sont très utiles avec les influences des développements d'importance dans le monde. Il y a des pays qui ont été identifiés pour faire des réformes d'importance, Autriche, Pays-Bas, l'Espagne et d'autres pays. On va analyser plus tard peut-être un de ces pays. Quel est l'impact du développement du fiscal international dans ces réformes? Par exemple, l'introduction de BEPS. Deux points qui sont impressifs, c'est la gestion impressive de ce projet. Ça a marché avec beaucoup de précision en ce qui concerne le temps. Ils ont émis le projet d'exposition avec des bonnes pratiques et le bénéfice pour le public. Avec ce développement international et cette tendance qui existe maintenant, on va pouvoir trouver des comparaisons avec des standards déjà établis pour faire ces rapports chaque année. Des problèmes qui affectent beaucoup de juridictions dans le monde. Comme j'ai dit au début, on ne vit pas isolé, on est tous connectés à travers de l'Internet, avec des travail entre les pays transfrontalières et aussi aidé par l'Internet. Même si ce n'est pas une réforme du point de vue holistique et c'est ad hoc pour chacun, on peut faire cette point de vue pour l'administration des réformes de taxes. On a accès, c'est disponible pour les derniers 6 ans. Cet rapport, il compare les tendances dans 56 administrations fiscales. Si on regarde pas seulement les pays de OCDE, mais on regarde plus loin les autres pays aussi. Pour analyser ces développements, ils ont souligné les changements dans ces organisations, dans ces 56 pays, importants dans ces rapports, c'est 9,5% du budget total, c'est pour Autriche, Finlande, Singapour et Norvège, 25% du budget total, ils ont dépensé, investi
pour les services digitaux, la digitalisation des services pour la réforme fiscale. Pour meilleure connexion, 95% l'opportunité de faire la déclaration des revenus d'impôts en ligne avec l'auto-évaluation, et ça montre que 75% des entités vont le faire de cette façon. C'est maintenant la tendance de faire les déclarations d'impôts en ligne avec une soumission par le moyen de l'Internet. La position des créances dans toutes les juridictions d'impôts, on a noté que ça a amélioré beaucoup la position de ces côtés en appliquant les meilleures pratiques. On a pu aussi réduire les problèmes existants entre ça. D'autres éléments dans le rapport, c'est améliorer la position des créanciers des dettes avec un format de conformité fiscale, un développement des outils analytiques, avec des pouvoirs de l'autorité pour faire pouvoir d'application. Il faut donner ça. Et aussi pour la mesure entre celles qui doivent l'argent, évaluer est-ce qu'il existe une économie souterraine, est-ce qu'il existe cette économie, et aussi les politiques pour améliorer la quantité de conformité dans le paiement des taxes. Et ça continue à s'épanouir avec le TVA, GST. Je pourrais regarder, par exemple, l'expérience de Malaisie. Est-ce que ces réformes ont été holistiques, ou est-ce que c'était ad hoc, ou est-ce que c'est une combinaison des trois, que ça continue avec le point de vue holistique, le panel de révision d'impôts qui a été établi quand ils ont fait le planning pour le TVA, et introduire le TVA et appliquer cette TVA, sont préparés ça à cette époque-là. Et maintenant, avec le leadership de la transformation dans les au niveau du gouvernement, au sein du gouvernement, ils ont créé Mandu. Mandu, c'est un contrôle, et Pemuda, c'est des sigles, que c'est une groupe de travail qui a pour but de chercher et trouver les malfaisants, ceux qui ont payé par les taxes. C'est quand même une façon de le regarder holistique. Ce sont les développements plus importants en Malaisie, et les secteurs privés est très content de savoir ou de voir que ça a été appliqué, parce que le panel de consultants sont professionnels, et des entités professionnelles dont par exemple la fiscalité des sociétés, aussi quand ils font les taxes, la déclaration dans l'Internet, on a un accès beaucoup plus vite pour pouvoir recevoir le remboursement du pourcentage qui est promis par le ministère et le gouvernement de finances. C'est très efficace, l'évaluation pour tout ce qu'on fait en ligne. Ils ont introduit aussi la déclaration d'impôt avec les portables, le téléphone.
et ça, c'est très une gamme très large. Ça vient à cause de délibérations, discussions au sein du PMANDU et PMUDA. Et une compensation pour s'ils font le remboursement trop tard, il y a une compensation aux contribuables en même temps aussi. Au fonds régional, j'aimerais souligner les Philippines où les réformes fiscales, c'est compréhensive. Le département des finances qui sont en train de faire ces réformes ont un point de vue d'un côté général, compréhensif, avec le secrétaire des finances de Philippines, doit être positive en ce qui concerne les revenus. C'est un des pays plus développés dans ces domaines. Ils ne veulent pas perdre de revenus en faisant couper les taux et trouver l'argent avec ces principes qui ont établi, qui sont compétitifs et agressifs pour pouvoir récolter l'argent ou les revenus qu'ils ont pu perdre de l'autre côté dans leur processus de transformation. L'obtention d'une ciblée de 16% dans certaines années, avec le ratio d'impôts versus le TVA. 32 à 25% dans les 6 ans pour les contribuables. Les impôts aux revenus qui sont exonérés 11 millions des contribuables de payer les taxes, ça dépend de leur niveau. Et je ne veux pas trop parler de ça, mais un peu de ces réformes de mécanismes qu'on analyse pour s'assurer qu'on avance dans le bon chemin, c'est que le système doit être simple, c'est le pilier, 5 piliers, plus sont les pays avancés avec des mille des pages des juridiques à lire. Si on fait une comparaison, avec l'Australie, c'est 5000 pages. Plus ça devient complexe, plus c'est difficile à gérer. Il faut s'assurer que les contribuables sont informés, qu'on a une administration croyable et confiance aux organismes qui le font, et la participation de la communauté dans ces projets. C'est que les consultations qu'on a fait avec le public même nous a aidé à cette réforme, et ça il ne faut pas que ça ait des coûts à la communauté, mais si la communauté est participative, participe avec des différents formats, par exemple, il y a un concours sur les réformes fiscales et qu'il donne des idées avec des prix, ça c'est gratuit, ça veut dire que ça ne... il n'y a pas de prix. Et ça veut dire en général le pilier stratégique pour améliorer un bon système fiscal. Et la juridiction fiscale, comme Malaisie a bien montré, avec une communication avec les organismes professionnels, des congrès, des séminaires, des ateliers avec des législations publiques, mémos qui sont préparés et présentés
tout le temps au gouvernement. Ça aide. Il faut s'asseoir et analyser ces recommandations. Mais ce que je crois que c'est important de souligner comme résultat, c'est que même si les juridictions ont leur but, leur cible qui sont différents l'un de l'autre, il faut regarder cette complexité. Si c'est complexe, cette loi, il faut l'expliquer avec la création des lois publiques, une réglementation introduite. Bien sûr, les entreprises ont besoin d'un temps de réponse vite. Si on peut faire donner des lettres, des sondages sur statistiques, des rapports après les cas qui ont été résolus de façon juridique, après demande, c'est aussi une façon d'évaluer et comparer avec aussi les parties prenantes de l'industrie, de la profession, et avoir en place un mécanisme pour résoudre tous ces problèmes et les problèmes aussi qui affectent les consommateurs. Je voudrais aussi les réformes holistiques. On pourrait avoir un organisme à temps complet, un centre d'excellence, et aussi le règlement des différences vite fait et accès au même, mais ça doit être représentatif, cet organisme ou entité qui représente le gouvernement, le secteur privé et les contribuables. Ça peut être avec la contribution et la collaboration des universités, des entités financières, et ça deviendra une plateforme de recherche qui inclut pas seulement les académiciens, sinon aussi les investigateurs et les professionnels. Ça, c'est la même personne qui a dit au début que c'était le secrétaire des finances de Philippines, dit que personne ne veut payer les impôts. Ça ne nous fait pas sourire, mais tout le monde bénéficie. Mais quand la récolte est faite de façon juste, tout le monde bénéficie. Il ne faut pas rester sur nos laurels, sur ce qu'on a gagné. Il faut avoir la bonne musique. Laisse que ça comme une musique qui continue à chanter. Merci. And comments. We still have time. Now I would like to open this session and invite if there is any question from the floor. Y a-t-il des questions qui proviennent de la salle? Oui, de la part de l'Égypte. Pour Dr. Van, comment? Jusqu'à quel point je devrais tenir compte de la conception stratégique dans notre organisation, surtout en ce qui concerne l'application des systèmes informatiques et qui prend beaucoup de temps, et également en ce qui concerne la réforme holistique. Et je voudrais, je suis pas dans plusieurs pays. Ils n'ont pas une conception stratégique au sein d'un ministère des Finances. C'est un changement de ministre des Finances. La conception change également. Dans quelle mesure j'ai la tendance à avoir un service de conception stratégique si à la fin des comptes ça devient simplement un système de gestion? Pour répondre à vos questions,
La partie la plus difficile est bien entendu lorsque votre ministre des Finances change très rapidement. Bien entendu, ça on ne peut pas le changer. C'est bien entendu en rapport avec tout cela. J'ai travaillé aussi avec un ministre des Finances, mais j'avais suffisamment la chance qu'il était ministre des Finances pendant 12 ans. Il a beaucoup d'expérience, et donc c'était un bien pour la société. Mais lorsqu'on a un corpus de connaissances par-dessous, et c'est quelqu'un qui fait confiance à son administration fiscale, et ça, des choses qu'il faut consulter et réformer au jour le jour. Bien entendu, ça prend un certain temps. Et donc, il faut avoir sa conception stratégique, parce que sa conception stratégique, c'est pas seulement d'avoir ses ambitions. Je vois beaucoup trop de conceptions stratégiques qui sont basées sur les désirs et sur les besoins. Basées sur les besoins, voici les points faibles. Et on revient ici sur les aspects culturels. Est-ce que votre culture est suffisamment ouverte pour dire voici vos points faibles? Ou est-ce qu'on va être immédiatement puni pour cela? Mais si on dit voici, on a des points où on peut toujours faire des améliorations, ces manières dans laquelle on fait l'articuler, c'est donc la demande d'avoir certains investissements. Je dois également faire des plans stratégiques pour l'IBFM. Et bien entendu, c'est une partie des choses que je souhaite obtenir. Voilà, c'est des choses que je souhaite stabiliser. J'ai besoin de certains soutiens supplémentaires. Et bien entendu, lorsque je l'obtiens, il faut que je l'écris mois par mois, et je suis bien entendu responsable là-dessus. Et donc le planning stratégique est basé sur la responsabilité. Et donc si je veux faire cette chose supplémentaire, il faut avoir un retour là-dessus, et il faut que je puisse payer là-dessus. Donc la question fondamentale, c'est comment à partir de l'informatique. Je proviens de société avec une démocratie parlementaire. C'est un cauchemar pour la conception stratégique avant l'informatique, parce que l'informatique payait après 4, 5, 6 ans, donc à la fin de chaque élection. C'est-à-dire, une fois que les politiques ont donc très peu de préavis, ils étaient en train de réfléchir à la prochaine élection. Et l'administration fiscale, ça peut parfois 5, 6, 7 années, voire plus. L'informatique, par exemple, se base sur des besoins sur une conception très bonne et fonctionnelle. Donc on avait vu que l'OCDE a fait un rapport sur certains pays, par exemple la Norvège, le Singapour, ils dépensent plus de 25% de leur budget en informatique. Je peux vous dire que les pays ont dépensé 35%. Mais ce n'est pas parce que, vous avez dit, l'OCDE, c'était l'opposé. Parce que les Pays-Bas étaient avec l'informatique, étaient parmi les pionniers de l'informatique. Et donc avec le Danemark, on avait 30 ans de retard. On dépensait des fortunes pour faire fonctionner des vieux systèmes avec l'Internet. On avait un système indépendant ici, un autre par là, et il fallait les intégrer dans un seul système. Mais parfois, les différents éléments informatiques ne sont pas à jour, et les définitions n'étaient plus bonnes. Et donc, on avait dépensé beaucoup d'argent en informatique. C'est pas forcément une bonne chose. Un des pays qui n'a pas été mentionné par l'OCDE est l'Estonie. L'Estonie est un pays très petit, ce n'est pas important pour l'informatique. Le nombre de comptables ne change pas des systèmes. On a 1 million ou 100, le système peut gérer les chiffres. Mais l'Estonie avait réfléchi à la chose pour avoir des systèmes qui étaient basés sur la gestion des fournitures et des sociétés d'électricité, parce qu'ils avaient des factures à payer, par exemple, pour les téléphones cellulaires. Pourquoi pas avoir des mêmes systèmes? On avait importé des systèmes informatiques du marché privé, par exemple des sociétés de portables, parce qu'ils sont très très bons pour faire les mêmes systèmes. Si on ne paye pas immédiatement, on vous coupe. Si on voit sur la question stratégique, voici les bénéfices, voici nos investissements. Là, on peut voir, ici, il faut être honnête. Je peux vous dire, bien entendu, ce que j'essaye de faire. Je suis toujours en train de très modeste dans mes résultats, en ce qui concerne l'IBFT. Je veux dire,
Je pense que je vais attendre à trouver ceci, mais j'ai toujours des bonnes nouvelles à dire après. Vaut mieux être très prudent et ensuite se trouver en position de défense, rapporter qu'on a 3% de moins. Mais pour moi, la conception stratégique, c'est pas quelque chose d'organiser les rapports des autres pays, mais revenir sur son propre pays. Et parfois, le plan stratégique concerne, pour persuader un ministre, mon expérience avec les ministres, c'est qu'ils lisent 4 ou 5 pages, et parfois que 2 pages, d'un rapport et d'un rapport de 60 pages, et peut-être le sommaire est plus important que tout le restant du rapport. Mais j'aimerais vous en parler un peu plus parce que tout le monde est derrière cette question. Merci beaucoup. OK. On peut prendre encore une question de l'Indonésie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Il y a peut-être une question qui va venir, peut-être pour les deux, professeur Kamar et Dr. Semrat. Ça concerne l'Indonésie. Lorsque on avait dit que la situation économique a un tel impact sur les réformes, c'est vraiment vrai. Parce que pour l'instant, nous avons une politique d'amnistie fiscale. Il y a plusieurs gens qui ont dit que ce programme est trop ambitieux et que c'était peut-être qui allait trop loin, c'est trop beau pour être vrai. Mais à partir de maintenant, tous les Indonésiens ont des opinions différentes et ils ont aperçu que ce programme sera un succès. En ce qui concerne la collection collective, c'est loin d'être la cible pour la collecte, mais en ce qui concerne les déclarations des biens, c'est presque ce qu'on avait prévu à l'avance. Je souhaiterais poser vos questions, de votre opinion sur ce régime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une des buts de cette amnistie fiscale est d'élargir la base fiscale pour avoir une meilleure administration fiscale à l'avenir, pour avoir quelque chose qui est plus élargi qu'auparavant. Mais nos données sont plus meilleures. On espère qu'on va pouvoir obtenir quelque chose, mais il faut peut-être prévoir quelque chose de plus réaliste. En ce qui concerne vos vécus, à partir de vos vécus et de meilleures pratiques, je voulais vous poser une opinion, mais professeur, sur cette initiative en Indonésie. Merci Indonésie. Monsieur Segrin, est-ce que vous souhaitez peut-être donner votre réponse avant d'inviter Dr. Victor? J'ai également observé l'amnistie qui a été annoncée par l'Indonésie. Je suis d'accord avec vous. Avec plusieurs secteurs disent que les cibles qui ont été affichées ont été très ambitieuses. Je ne sais pas si c'est la meilleure pratique d'annoncer une amnistie. On devait en même temps annoncer qu'on va en espérer collecter tellement. Pourquoi avait-il besoin d'afficher publiquement quel est le montant qu'elle espérait collecter? C'est une chose peut-être qu'il fallait peut-être regarder. Est-ce qu'il faut vraiment annoncer combien vous avez l'intention de collecter? Mais ce que vous pouvez faire, c'est pour améliorer le succès, c'est de travailler avec les organismes professionnels, travailler avec les acteurs pour annoncer et travailler avec eux en ce qui concerne comment fonctionne cette amnistie. Et avec cela, il faut également prendre des actions d'application forcée après la période de l'amnistie. Et je dirais que l'annonce des applications forcées après l'amnistie, ça va être très très dur. On vous donne une dernière chance. C'est beaucoup plus important et il faut que les gens se présentent. Ensuite, après cela, ça va être très très dur et ça va assurer qu'il y aura plus de gens qui vont se présenter. Merci. C'est rare que je suis d'accord avec les dernières remarques de M. Segrin. Premièrement, quand vous demandez mon opinion personnelle, je sais pourquoi. Je ne suis pas en faveur des amnisties fiscales. Pas du tout. Parce que
la fiscalité est comme l'eau, ça va toujours au point le plus faible, le plus bas. Et j'ai fait des recherches dans d'autres pays, dans les pays, ce qui est très célèbre vis-à-vis des amnesties, par exemple l'Italie en Europe. Et ça veut dire que ce sont les riches qui attendent toujours la prochaine amnistie qui va venir dans les 5 ou 10 ans. Et ils ont l'argent avec pour faire des paiements différés. Et parfois, les amnisties, c'est quelque chose de bien pour certains groupes, mais avec les non-conformes, les contribuables non conformes ne sont pas concernés par les amnisties, sauf lorsque on a une application forcée qui va être très féroce. Mais il faut l'avoir par écrit pour donner une dernière chance aux contribuables. Et ça veut dire qu'il faut avoir les ressources pour cette application forcée. J'étais cette année, au mois d'avril, à Jakarta pour une formation. Je ne sais pas si vous étiez là. C'était également le moment auquel la publication des papiers Panama, et tout le monde pensait les Panama, ça concernait les multinationales. Non, ça concernait des individus. Et le problème des individus et différents pays, et je connais certaines personnes, des DGT, et j'ai entendu qu'il y avait 2500 personnes dans le Panama, des Indonésiens, parfois des hommes politiques, parfois des hommes d'affaires riches. Et ma première chose, c'est lorsqu'on compare ce genre de LuxLeaks, Panama Leaks, etc., et maintenant les Bahamas, lorsqu'on les compare avec l'amnistie fiscale, il y aura des données qu'il faut être on leur donne un coup de main. Et lorsqu'ils n'acceptent pas ce coup de main, il faut vraiment le couper, mais il faut faire quelque chose. Et encore une fois, ce que je viens de dire, il faut avoir d'abord un espèce d'exercice contre le groupe d'essai pour voir comment elle fonctionne, une amnistie fiscale, peut-être 500 contribuables, juste pour faire des essais, pour voir comment ça fonctionne. Et ensuite, on a un modèle sur lequel on peut faire les comparaisons. Mais les renseignements c'est l'enseignement clé. Pour vous donner encore un exemple, je crois que, mais ce n'est pas une contradiction, que les États-Unis, l'année prochaine, donnera une amnistie fiscale avec tout l'offshore, les différentes sociétés, les corporates, etc. Beaucoup d'argent qui est offshore, qui va revenir aux États-Unis, mais le problème, c'est que le comportement ne change pas. Et exactement, c'est ce qui était dit par M. Savakan. L'amnistie fiscale est encore une fois quelque chose qui ramène davantage des revenus, mais c'est ce que vous venez de dire, c'est élargir la base fiscale. Je ne suis pas certain que vous avez toutes les indications en place. Peut-être vous pensez que oui, mais ça c'est la chose importante. Et c'est peut-être à partir de l'année prochaine, il va falloir suivre cela. Vous avez une meilleure conformité fiscale. Parce que sinon, ça va être un trou dans l'eau, ce n'est pas une meilleure expérience. Mais vraiment, il faut être très honnête là-dessus et ne pas répéter. Lorsque ce n'est pas une bonne expérience, il ne faut pas le répéter d'ici 5 ou 10 ans. Merci beaucoup, docteur. J'ai vu beaucoup de mains qui ont été levées, mais dans les intérêts des temps, et je suis obligé de terminer cette séance. Et je suggère que ceux qui ont des questions peuvent voir Dr. Victor et M. Graham pendant la pause café. Sur ce, je passe la parole à M. Nick. Merci beaucoup, M. Nick. M. Segaran, s'il vous plaît, restez sur scène pour une petite séance de photos. Ms. Brunei and Ms. Sharida. Madame Brunei et Madame Shamsuddin, merci. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we shall now have a short coffee break. Please be reminded that the next session will resume at 11 a.m. Kindly be back in